Bonjour à tous, merci de me recevoir du coup dans la belle ville de Montpellier. Enchanté. Donc moi, je suis Tanguy, je vais parler aujourd'hui d'un retour d'expérience d'une migration vers Kubernetes. Donc je vais vous présenter, moi et ce que j'ai construit. On va vous parler de la migration, de ce qu'on a mis en place, des solutions, qu'on a pu trouver suite aux différents problèmes. Comment on a interagi avec notre client pour trouver, les bonnes solutions. Et puis après, on va parler des bienfaits de cette migration, ce qu'elle a apporté, et cetera. Donc, moi, je suis, Tanguy Charon, je suis DevOps, je suis ingénieur DevOps et j'ai monté, la société DoNow, qui est une société d'expertise autour de Kubernetes, du cloud. Et le but, c'est de partager cette passion et c'est de développer des infrastructures toujours plus scalables, toujours plus résilientes, toujours moins coûteuses. Donc, on intervient sur les grandes différentes cloud providers, évidemment. On essaie de faire du cloud français un maximum. Surtout en ce moment, c'est la mode. On aime bien le monde d'Harry Potter et tout ça. C'est pour ça, ça parle un peu de magie, tout ça. C'est un peu le côté éditorial de la boîte. On est une dizaine de personnes, on est surtout basé à Lyon, mais voilà, on travaille avec toute la France. Et aujourd'hui, on développe des architectures plus pertinentes. Donc voilà, il y a du Cilium, comme on a pu nous en parler, Hendrik nous en parlera mieux que moi, je pense. Et on adore chasser les coûts. On est en train de développer une solution pour essayer de comprendre les factures cloud, parce que je sais pas si vous, ça vous arrive, mais en tout cas, j'y comprends strictement rien. Et donc, ça commence à nous gaver pas mal. Donc, on a des ingénieurs qui bossent uniquement là-dessus. Et si vous avez des retours d'expérience et d'analyse, je prends tout. On a développé déjà quelques scripts et tout qui nous font remonter des choses intéressantes. Donc, à terme, on aimerait l'open sourcer. Donc voilà. Donc, l'idée, c'est d'arriver à expliquer et de comprendre une facture cloud. Donc voilà, aujourd'hui, tous nos services, ça va partir de la migration Kubernetes, à de l'audit, de l'infogérance, du placement de profils techniques aux besoins pour les sociétés et de la formation. Voilà des clients avec lesquels on a travaillé. Moi, j'ai commencé chez Airbus Space and Defense. J'ai développé en C++ dans les firewalls. Donc, c'était vraiment trop cool. Et voilà. Donc, pour revenir à ce qui intéresse, le projet, petit disclaimer, le client n'a pas autorisé à parler du nom de la boîte, mais voilà, c'est quelqu'un qui travaille, qui a un logiciel dans l'immobilier. Et on est arrivé chez lui. Donc, c'est le projet Cumulonimbus, 0 DevOps, une infra en place, 7 développeurs, testeurs PO qui sont là. Et on a déjà quelque chose en production. Donc, très, très cool. On a 1,5 million de requêtes par jour de temps en temps. Voilà, on tourne autour d'1 million, ça dépend des jours. Donc, on a une infrastructure qui tourne et qui pousse un peu. Donc, c'est chouette. On va pouvoir faire quelque chose de sympa. L'infra existant, elle est un peu marrante, donc désolé, c'est un peu pixelisé, mais c'est à moitié voulu, à moitié pas voulu. Et en 3 mots, l'infra, elle est logique dans le sens où c'est correctement architecturé sur. Donc ça, c'est du cloud AWS, c'est bien positionné. Il y a ce qui s'appelle une PIC, c'est un endroit où ils stockent tous leurs outils de service, donc leur Jenkins, toutes les images Docker qui vont builder, ils vont les stocker dans un ECR qui est ici. Donc le but, c'est que c'est communiquer avec les différents VPC, donc les réseaux séparés. Il y en a un réseau, un réseau de production, un réseau de staging, un VPC UAT, un VPC de développement. Donc les mecs, ils sont 7. Ils ont trop d'environnement, clairement. Donc du coup, ils ont limite un environnement par personne. Donc ça sert un peu à rien. C'est ce qui explique aussi qu'ils ont une facture AWS assez élevée. D'un point de vue sécurité, euh, c'est correct, mis à part le GraphQL qui était en open source. Mais bon, ça c'était pas un choix voulu de leur part. Mais là-dessus, on l'a capté en arrivant et on leur a fait remonter tout de suite qu'on pouvait accéder à leur GraphQL depuis l'extérieur et que n'importe qui pouvait poncer les données. Donc ça a été vite remonté, ça a été assez vite corrigé. Euh, Leur système de CI qu'ils avaient mis en place, donc c'était un système assez basique, test. Donc quand on push, il y a des tests qui sont runnés, il y a un build, donc on construit une image Docker, on la push. Puis après, bon, on fait du SemVer. Je pense que tout le monde ici sait ce que c'est que du SemVer. Donc voilà. Donc on a une CI qui est assez classique. Elle est logique et elle fonctionne très bien, donc on l'a assez peu modifiée. Par contre, la CI, on est arrivé, c'était quelque chose d'autre. Là, donc en fait, il y avait de l'Ansible qui s'amusait à tourner pour démarrer des instances EC2. Sur les instances EC2, ils se connectaient, ils installaient tout ce qu'ils pouvaient dessus, tout ce dont ils avaient besoin.
il poolait une image Docker, il construisait une AMI de tout ça, donc il faisait une sorte de gros snapshot de ce machin. Et puis après, il l'ajoutait dans un autoscaling, dans un launch template, puis bindait avec un autoscaling group. Donc en fait, il reproduisait cette même machine qu'ils avaient construite pour leurs besoins. Donc en fait, c'était une machine qui démarrait avec des images Docker et chaque machine était indépendante et était gérée par un autoscaling group qui faisait scaler en fonction de leurs besoins. Puis supprimer les anciennes machines. Donc en fait, c'est très chronophage. Personnellement, Ansible, c'est trop lent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça très, très, très lent, même si c'est très utile. Mais c'est vrai que quand on joue avec du cube, c'est quand même plus pratique. On a du Docker, donc ça, c'est trop cool, en fait, parce que nous, on se dit tout de suite, sur les Docker, on peut migrer vers quelque chose de plus intéressant. Les rollbacks, en fait, les rollbacks sont aussi longs que les push, donc c'est horrible en fait. Donc ça va pas. Si on développe, si on pousse une bêtise en prod, pour revenir, en fait, faut faire exactement le même mécanisme à l'envers. Donc ça va pas. Donc temps de déploiement par service quand on arrive, c'est 40 minutes. Donc c'est trop 40 minutes. Désolé. C'est trop 40 minutes. Et on a des coûts cloud à 3 000 € par mois. C'est pas non plus monstrueux, mais enfin, ça dépend de la taille de la boîte, évidemment. Et donc, du coup, là, eux, ils nous ont rappelé, ils nous ont dit, voilà, on a des problèmes de coûts. Mais en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que c'est pas tant les problèmes de coûts des 3 000 € par mois, mais c'est même limite plus les 40 minutes que les développeurs doivent attendre à chaque fois qu'ils font un push ou à chaque fois qu'ils font un truc. Enfin, le paiement de salaire des développeurs coûte bien plus cher que leurs 3 000 € de coût cloud perdus dans tout ça, quoi. Donc du coup, on est arrivé, on a essayé de leur proposer des choses. Donc nous, on leur a proposé l'IDP, enfin l'internal développeur plateforme parfaite pour nous. On s'était dit, nous, on aime bien quand c'est rangé, que c'est bien découpé. Donc, on a plein de trucs, on a du crossplay, on a du score, on a tout découpé pour que ce soit le plus logique possible. Il y a de l'open télémétrie, donc c'est bon, tu valides. On leur propose des choses un peu plus sécurisées, calées, et puis qui correspondent quand même à leurs besoins. Et actuellement, ils utilisent AWS, donc du coup, l'idée, c'était quand même de tourner autour de ça. En discutant avec eux, ils sont quand même que 7, donc c'est pas non plus énorme, il y a pas de DevOps. Donc on a décidé de plutôt leur poser des questions et de savoir qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour eux. Aujourd'hui, eux, ils souhaitaient rester sur AWS. Ils avaient besoin de scaler rapidement et simplement, donc ils voulaient faire des allers-retours, monter, descendre un peu plus simplement qu'actuellement. Il y avait une migration potentielle vers Azure, parce qu'il y avait un truc du groupe qui disait, on va bouger de cloud provider. Donc du coup, l'idée, c'était de se dire, OK, donc faut rester quand même resté dans le cloud, mais il faut essayer d'être cloud agnostique parce que, si plus vous êtes dépendant d'un cloud, plus le jour où vous voulez bouger, vous avez tout à réécrire, quoi. Donc l'idée, c'était pas d'essayer d'éviter d'être agnostique, enfin d'essayer d'être plus possible agnostique, pardon. Et on a discuté, on a dit non, mais 6 environnements pour 7 personnes, ça sert strictement à rien. Donc on va faire que 2 environnements, un de prod et un de non prod, quoi. Du coup, ça a donné un truc qui ressemble un peu à ça. Donc ils ont leur GraphQL pour leur API catalogue. Ils n'avaient pas du tout de Terraform, ils utilisent plutôt l'Ansible, donc il n'y avait personne qui savait faire du Terraform. Donc on s'est dit comment on va instancier le cluster. Le choix, ça a été de se dire, on va partir vers le KSCTL parce que c'est assez simple à écrire en vrai, hein, c'est juste des lignes qui vont décrire du CloudFormation, mais c'est une fois que c'est mis en place, c'est assez facile à maintenir, quoi, pour une petite équipe. Donc c'est important de retourner à la simplicité quand le client il en a besoin et pas lui ressortir un tout nouveau langage alors qu'il a jamais vraiment utilisé. Derrière, on a mis en place aussi de l'Argo CD pour se dire que il y a quand même une gestion qui est facilitée avec de l'Argo CD pour que les gens puissent gérer leur application alors qu'ils n'ont pas forcément de DevOps, pas forcément d'experts dans ce domaine-là. Donc pourquoi on aime bien Argo CD? Parce qu'il y a un drift management et ça, c'est assez cool. Ça permet quand même de voir s'il y a quelque chose sur le cluster qui a bougé et qui est plus en adéquation avec le repository. Donc ça, c'est assez pratique. Bon, il a une GUI, donc ça, c'est bien si vous avez peur des lignes de commande avec Flux. Il a un bouton de rollback, donc ça, les managers, ils aiment bien, et ça les rassure tout de suite en se disant, tiens, s'il y a un problème, je peux juste rollback en un bouton, je me sens mieux.
c'est pas dit que ça marche, mais au moins il y en a un. Et bon, le monitoring, ça sert à rien, le monitoring d'Argo, il est quand même hyper léger, c'est pour ça que derrière, il y a du Prometheus et du Grafana. Mais ça fait jouer dans l'interface de dire qu'on voit le CPU et la mémoire du node, donc on est content. Et puis, bah, il peut s'installer en YAC, il s'installer à travers une charte Helm, enfin, il y a plein de possibilités. Et donc, du coup, il est assez flexible. Et puis, les GitOps. Donc, je pense que tout le monde voit ce que c'est aujourd'hui le GitOps, hein. C'est voilà, c'est l'idée de faire confiance à un repository Git uniquement, et que la conf qui est disponible sur Git, elle représente la conf du cluster, et que si ça drift entre les deux, et ben du coup on fait remonter un drift, on fait remonter que c'est pas la bonne. Et donc si demain on veut rollback, soit on utilise un bouton, soit on fait un git revert en fait. Et avec un git revert, on peut faire un rollback. Donc on bénéficie tout l'avantage de Git avec les logs d'audit, avec l'évolution, avec le suivi, tout en étant sécurisé là-dessus, parce qu'on est capable de voir si le cluster il est bien dans les clous, et qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est amusé à faire une modification en prod et qui l'a pas reporté dans le repository Git. Donc la CI, on l'a pas tant bougé que ça. On a juste rajouté un tag development en accord avec eux, parce que l'idée c'était de se dire que l'environnement de non-prod, on voulait pas le bouger tout le temps, on voulait pas qu'il switch. Et donc on leur a proposé un tag mutable, du coup un tag qui allait bouger. C'est la solution qui leur allait le mieux. Et du coup, le cluster, il va tout de suite regarder ce tag-là, et puis il va vérifier régulièrement grâce à Argo Image Updater, pour vérifier si le tag a bougé ou pas. Et si le tag a bougé, il met à jour tout le service. Donc la CD de staging, elle est assez simple du coup, comparé à ce qu'il y avait avant, je veux dire. Donc là, on est en automatique, en 2 minutes, on a Argo qui check, enfin Image Updater qui va checker sur le tag development. Et si le hash il change, oui, il update le microservice, sinon il fait rien. Donc au moins on est tranquille là-dessus. Et il me semble qu'ils ont rajouté il y a pas longtemps le webhook pour les calls directs Argo CD. Ça serait peut-être l'occasion de faire le changement. Mais du coup, pour le cluster de production, on est allé sur un truc qui est plus manuel, vu qu'ils font du semver. Ils ont un fichier à modifier où ils changent juste le numéro de version en disant que il passe en 2.4.5. Ils poussent leur modification sur Git. Et donc automatiquement, Argo CD, il se met à jour tout seul, et il est content. L'installation et le déploiement de Kubernetes, on a utilisé KSCTL pour ça. Donc c'est du CloudFormation. On n'aime pas trop CloudFormation, mais dans le sens où s'il y a déjà du Terraform, ça vaut vraiment pas le coup d'être utilisé. Je le conseillerais pas spécialement, parce que CloudFormation à débugger, c'est une vraie horreur. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont déjà fait, mais c'est pourri. Faut vraiment mieux utiliser pour le coup du Terraform. Mais bon, là, dans le besoin, c'était assez simple. Et donc en fait, en quelques lignes, on arrive à avoir tout ce qu'il nous faut. On a un VPC, on a un IAM user role, on a des policies d'accès à notre cluster qui sont déjà préconfigurées. Donc ça, c'est top. Et puis, on a notre groupe de base qui va nous permettre d'installer et de manager nos premiers services. Et donc une fois qu'on a mis en place tout ça, on a tout installé, on met un premier DNS de test temporaire. En effet, on voit rien avec le blanc. L'anciennement infra, avec la nouvelle tourne. Donc on a 2 infras qui tournent en même temps. Après, on lance une période un peu plus creuse. On attend qu'il y ait un peu moins de gens. Donc on avait identifié vers eux que c'était aux alentours de midi, où il y avait un creux, il y avait peu de gens qui allaient sur la plateforme. On a mis un message de prévention au cas où, mais bon, on était assez serein en fait, parce qu'on a fait un remplacement du DNS temporaire. On a juste changé dans l'ingress en fait. Donc dans l'ingress, on a juste changé le DNS, et en fait, il y a external DNS qui a récupéré la main dessus et qui a rajouté une entrée TXT dans route 53 pour dire qu'en fait maintenant, il était managé par le cluster. Et donc du coup, il a réécrit l'entrée DNS. Et donc petit à petit, les gens seront connectés sur un nouvel infra. Et tous ceux qui avaient encore pas mis à jour leur DNS, ils pointaient vers l'ancienne. Mais au fond, ça posait pas de problème, parce qu'ils écrivaient tous dans la même BDD. Alors est-ce qu'on a eu des soucis quand on a fait le changement? Alors on a eu des soucis assez marrants. Il y en a un, c'était du coup le readiness gate. Le trafic, en fait, on avait des erreurs 503 quand on avait un nouveau pod qui arrivait. Et ça durait vraiment pas longtemps. C'était vraiment très très court. On avait du mal à tomber dessus. On comprenait pas pourquoi. On tombait sur une 503, puis c'était fini la seconde d'après.
Et donc en fait, on s'est rendu compte que Kubernetes, il fait son health check plus rapide que l'ALB. Parce qu'il faut se rendre compte que le pod qui va démarrer sur un nœud, je pense que c'est clair pour tout le monde ce que c'est qu'un pod. Voilà, bon, c'est un ou un ensemble de containers, mais on va dire que c'est un, ce sera plus simple. Et donc, du coup, il démarre sur un nœud. Et donc, le pod qui démarre sur le nœud, il a une adresse IP qui est référencée par l'ALB. L'ALB, c'est le load balancer, mais qui est coté AWS. Et donc, du coup, le Kubernetes, il le voit up, il dit c'est trop cool, il est beaucoup plus rapide, il est beaucoup plus proche du container. Et l'ALB, lui, il fait ses petites requêtes, et donc il a toute la latence réseau. Puis là, il y a le shadow d'AWS, on ne sait pas ce qui se passe entre les deux. Et puis ça arrive jusqu'au pod. Et le temps qu'il fasse son health check, en fait, il est plus long. Donc Kube, il dit let's go, on envoie du trafic dessus. Et l'ALB, il bloque en disant je suis pas sûr qu'il soit ici. Donc du coup, c'est non. En fait, on se tape des 503. C'est pour ça qu'on se tapait les 503 pendant une seconde, quoi. Vraiment, c'était très, très, très court. Et donc, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est incroyable, on a trouvé la solution rapidement. C'est que, en fait, il suffit de rajouter un readiness gate directement. Là, je vais faire un exemple où je rajoute dans le namespace. Donc, on l'attribue directement au namespace. Et après, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, j'ai fait un kubectl run d'un pod Nginx. Et je me retrouve en fait à avoir une condition automatiquement qui est rajoutée dans le health check où il dit d'attendre que Kube considère le pod debout qu'à partir du moment où la condition est remplie que l'ELB, enfin l'ALB en l'occurrence, mais bon, l'acronyme c'est CLB, qui est bien LC de son côté. Donc on attend un statut true de son côté pour pouvoir commencer à envoyer du trafic dessus. Donc on rajoute un check. Donc ça c'était assez simple à gérer. Et donc après tout le monde est content. Les pods mettent une seconde à être up, plus tôt du coup, mais ils sont déjà prêts, mais l'ALB ne le voit pas encore. Mais une seconde après, tout est OK, et donc on n'a plus du tout de soucis. Donc ça, c'est le premier point qu'on a eu. Il y a un deuxième point assez drôle qui a été mis en place parce que je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais on a mis en place Carpenter dedans. Donc, pourquoi on a mis en place Carpenter? Carpenter, c'est ce qui permet de gérer les nœuds, du coup, parce que Kubernetes orchestre des containers, il orchestre pas des machines. Donc, il faut lui donner de quoi manager des nœuds, en appeler, en créer s'il en a besoin, en supprimer s'il n'en a pas besoin, et faire sa vie. Donc, dans le cloud, ça c'est génial parce qu'on a des machines à la demande, donc c'est incroyable. Sauf que ces machines, elles coûtent cher, donc il y a un truc qui s'appelle les machines spot. Et les machines spot, ça peut aller jusqu'à moins 90% sur certains cloud providers. Mais en moyenne, on est plutôt aux alentours de moins 70% pour la même machine. Et ça, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que c'est qu'une machine spot si vous ne savez pas? C'est une machine que le cloud peut récupérer n'importe quand. Vous la payez moins cher. Par contre, le cloud, il vous prévient en vous disant moi, je la veux cette machine parce qu'un client est prêt à payer le prix fort. Donc, du coup, je te la récupère. Donc, il prévient, hein, il est gentil. Il nous prévient 2 minutes à l'avance. Et donc, du coup, on a 2 minutes pour drainer le nœud, le cordon, etc. Et déplacer les images Docker et le rendre à AWS tranquille. Et donc, c'est bien parce que du coup, on paye nos machines 70% moins cher et le client, il a vu que du feu. Il ne savait même pas qu'il utilisait Instant Spot quand on lui a mis en place le truc. Donc, lui, c'était totalement transparent. Donc, il était super content. Sauf que le petit problème, c'est que là, on était sur une petite infra. J'ai jamais vu ce problème-là sur une très grosse infra, mais sur une petite infra, on avait un problème là qui est rigolo. C'est que du coup, on va prendre un exemple un peu simple. Il y avait un peu plus de nœuds que ça, évidemment, mais on va imaginer qu'il n'y a que 2 nœuds dans notre cluster. Et on a un pod sur chaque nœud du service book qui sont démarrés et tout le monde est content et l'ALB arrive à les joindre. Donc là, on se fait reclaim le nœud. Donc direct, on récupère les pods du coup et puis on va les déplacer. Sauf que Cube, il les déplace là où il y a de la place en fait. Donc du coup, il va arriver, il va se dire idéalement, il souhaite spreader les pods, c'est-à-dire qu'il souhaite les étaler le plus possible. Mais Cube, voilà, s'il a une machine et qu'il doit en démarrer 2, il va en démarrer 2 sur une machine. Donc il a de la place, évidemment. Et il va déplacer le pod là où il y a de la place sur l'autre nœud. Sauf que nous, pendant ce temps-là, on rappelle un nouveau nœud, parce qu'on en a besoin de 2, c'est quand même important. Et pendant ce temps-là, il n'est pas encore disponible, donc on ne peut pas créer le pod dessus. Et là, on arrive dans cette configuration un peu pourrie. C'est que là, on se retrouve à avoir la fragilité du système, c'est qu'on a tout concentré, nos pods, sur le même et unique nœud. Donc, il y a un nœud qui est vide, qui ne sert à rien, et il y a un nœud qui a tout. Parce que Cube, il n'est pas capable de respreader une fois que tout va bien. Il attend un événement spécifique pour spreader. Donc, il attend par exemple qu'on mette à jour book. Si on mettait à jour book, il aurait respreadé les deux sans problème. Si on kill un pod,
il va aller le recréer ailleurs, donc c'est pas un souci. Mais tant qu'il y a pas eu d'événement spécifique, il va pas aller lui-même de se dire: «Tiens, toi, dégage, je vais te déplacer». Et donc là, bah, je vous le donne en mille ce qui se passe après, tu te fais reclaim celui-là. Et là, bah, tu perds tout en même temps et tu as du downtime sur ce service-là pendant quelques secondes, le temps qu'ils se mettent à redémarrer les nouveaux pods sur un autre nœud. Mais ils les déplacent tous en même temps, du coup. Donc du coup, on est dans une boucle infinie où les nœuds, ils se déplacent et à chaque fois qu'on se fait reclaim, on se tape des 503. Donc c'est pas top. Hem, L'idée, c'est de se dire: «Bon, bah, comment on peut faire?» Bah, il y a un outil qui a été développé par la communauté qui s'appelle Descheduler. Son but, c'est un peu un robot, nazi, même si l'époque me permet pas forcément de dire ça, mais c'est un peu son but. Son but, c'est de se dire: «OK, on va lui donner des règles de Node Affinity, de Pod Anti-Affinity ou de Pod Affinity» et donc du coup, on va lui dire: «Bah, qu'est-ce que tu veux me prioriser?» Et donc du coup, on va lui dire: «Bah, tu vas me mettre sur une, par hostname, tu vas essayer de me les étaler au maximum, par nœud». Le premier sert à rien dans notre cas, mais il permet de soit l'envoyer sur le public, soit l'envoyer sur le format privé, parce que du coup, on a séparé il y a une partie du réseau qui est public, une partie du réseau qui est privé, pour être compatible de toutes les normes SOC 2, etc. C'est obligatoire. Et donc du coup, bah, lui, des schedulers, quand il voit un pod là et qu'il se dit: «Mais en fait, tu as rien à faire là parce que j'ai de la place là-bas», bah, je te tue. Et puis, bah, Cube, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son rôle de base où il dit: «Bah, moi, je spread, donc du coup, je dois redémarrer un pod et je le redémarre, bah, dans le nœud où il y a de la place». Donc du coup, lui, son but, c'est juste de régler, de vérifier, que, tout le monde est plus ou moins à sa place. Et là, on est content. On a une machine sans événements autres que, la vie, du quotidien. On a des pods qui sont bien spreadés. Voilà et donc là, on arrive à la fin, on a réussi à migrer, tout s'est bien passé, on est content, on a résolu tous les problèmes et aujourd'hui, bah, du coup, la facture AWS avant, c'était 3 000 €. Donc là, s'il utilisait beaucoup, on voit qu'il consommait beaucoup d'instances C2. Il y avait de C2 Other aussi qui consommait beaucoup. Et la fois d'après, ils sont passés à 1 445 €. Donc, les instances C2, en fait, en Other, je crois que c'est à peu près pareil. C'est un instance C2, on a énormément réduit parce que du coup, on utilise des machines spot. Donc, on paye 70% moins cher. Hem Derrière, par contre, il y a un petit peu de surplus. C'est sur la partie EKS, voilà, c'est, c'est la partie EKS qui est en orange. Et donc, du coup, bah, ça, c'est le nouveau service qu'on utilise en plus. Mais sinon, à part ça, on n'a pas changé tant de choses que ça. La réduction des coûts donc a été de 52. On a réussi à atteindre, donc c'était assez cool. Et surtout le temps de déploiement, bah, 5 minutes comparé à 40 minutes, puis un rollback en moins de temps qu'il en faut pour, dire: «Ouf». Donc ça c'était cool, ça fait un bon vent de fraîcheur. Voilà un petit peu, sur tous les éléments et ben, maintenant aujourd'hui on bosse toujours avec eux, on en est encore plus loin parce qu'aujourd'hui bon, ils sont plus gros et tout ça, donc c'est plus tant la même infrastructure. Mais on commence à déployer du Selenium et Selenium, c'est hyper cool, parce qu'on arrive à suivre tous les pods, toutes les requêtes, qui partent dans le cluster Kube. On arrive à démarrer plus de pods par nœud parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, un pod a une adresse IP, dans le comportement de base, et donc du coup, bah, il y a un maximum d'adresses IP qui peuvent être, allouées à une machine. Alors que là, si vous, avec Celium, bah, c'est Celium qui va gérer le réseau. Donc du coup, vous pouvez monter à, 200, 500, 800 pods par nœud. Tant qu'il y a du CPU et de la RAM, pour fournir tout le monde, ça se passe hyper bien et on n'est plus bridé par le nombre, maximum d'IP là-dessus. On peut faire de la gestion multi-cloud, multi-région, ça c'est assez cool. Et un autre élément chouette qu'on adore chez Cilium, c'est le côté qu'on peut, sauvegarder des batchs de requests et donc du coup, on peut arriver à les rejouer. Donc on peut sauvegarder des suites, d'exécution de requests qui ont été jouées et puis on peut les rejouer dans quelque chose qui a déclenché un bug en prod, on peut le récupérer et puis, on peut le redéclencher en staging et reproduire le comportement. Donc ça c'est intéressant et je suis hyper d'accord avec toi, elle est incompréhensible cette doc. C'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. On se s'arrache les cheveux avec ce truc. Hem, une autre petite, astuce pour la fin, bon ça voilà, ça servait un peu à grand chose, mais
je voulais vous dire, c'était rigolo, c'est en s'amusant en call un maximum de data, bah, on se rend compte que des petites choses comme la même machine peut coûter jusqu'à 55% moins cher en fonction de l'endroit où vous êtes dans le monde. Voilà. Donc une machine en Asie, la même machine en Asie, la même machine en Amérique du Sud, eh ben, elle vaut pas du tout le même prix. Et bon, ça s'explique sûrement par la quantité de charbon qui est consommée, qui coûte sûrement moins cher que l'énergie ailleurs, malheureusement. Mais voilà, c'est des faits marrants qu'on a en essayant d'analyser, de rétro-ingénierer le cloud, la façon dont le cloud calcule une facture. Voilà, donc on est en train de sortir petit à petit. On a plein d'autres trucs dans le cambouis, mais on va en faire des articles de blog, on va en faire plein de trucs comme ça. Donc ça va être assez chouette. Ah ouais, bah, on a aussi rassemblé toute la conf qui est là avec les outils, les IDP et tout ça qui sont dans une cheat sheet. Donc, si vous voulez la télécharger, elle est disponible là. Donc, c'est en 2 pages avec tous les différents éléments que je vous ai présentés là. Donc, voilà, il y a à peu près, il y a à peu près tous les trucs. Il y a même mes infos, je crois, enfin mon LinkedIn, je crois, dessus. Donc du coup, n'hésitez pas à me rajouter si vous voulez. Et voilà, bah, vous avez même mes infos ici. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Merci beaucoup. Merci pour le talk, c'était hyper intéressant. Il y a un des sujets que tu as abordé dans tes objectifs qui était d'essayer de diagnostiser au maximum. Et je t'ai entendu parler de Route 53, d'IAM qui était pour moi, si j'ai bien compris, l'IAM AWS. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là? Est-ce que c'est encore un objectif? Est-ce que vous avez abandonné? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, bah, finalement, AWS, c'est bien et on reste dessus? Alors, du coup, on est quand même vachement plus cloud agnostique parce qu'il y a une énorme partie qui est sur Cube. Hein, donc celle-là, elle est pas à réécrire en cas de changement. Route 53, c'était l'existant. Bouger un DNS, ça peut être complexe, etc. Donc bon, il n'y avait pas une urgence tout de suite, donc on a utilisé ça. Aujourd'hui, il y a un réel projet de migrer vers Azure. C'est un choix politique de la société. Et donc, du coup, on est en train de refaire toute l'infrastructure sur Azure. Voilà. Et donc là, ce sera le passage à Cilium au passage en même temps. Donc, on essaie de faire une évolution de l'IDP au passage avec la migration vers Azure. Mais ils sont assez contents parce que du coup, bah, il n'y a plus que le socle à réécrire, entre guillemets, enfin, sur la partie compute. Après, eux, il y a quand même la base de données à migrer parce que la base de données est aussi sur du RDS, donc c'est dépendant. Voilà. Mais ouais, c'est en cours. Ouais. Merci beaucoup Tanguy pour le talk. Elle ressemblait à quoi l'architecture applicative de la société là, que tu as migré, qui était sur Cube pour avoir un ordinateur? C'était un monolithe, des microservices, du stateless, du stateful, il y avait de la DB dedans? Je vais te reprendre si on le voit avant. Il y avait beaucoup de microservices, du coup, et on les voyait. Ah ouais, punaise, c'est ça le problème de mettre plein d'animations aussi. Il faut tout remonter. Tac, 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 punaise, c'est pas à côté, hein. Et donc, du coup, voilà, on voyait, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 microservices. Voilà, pour cette personne, chacun le sien. Et, et donc, ils fonctionnaient tous avec avec la SG, avec le même système, avec le launch template, etc. Et voilà. Donc, ouais, du coup, ils s'étaient construits comme ça. Ils sont encore comme ça. Ils ont développé. Bon, aujourd'hui, ils sont plus 7. Hein, ils sont aujourd'hui une vingtaine. Ils n'ont toujours pas de DevOps, mais ça marche bien. Ils n'ont vraiment aucun souci là-dessus, quoi. Les subnets. Ouais, chaque microservice est déployé dans un subnet. Ouais, c'est très complexe pour pas grand. À gérer, ça devait être dur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Merci. Je me posais la question juste par curiosité sur. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est terrible. J'ai oublié ce que je voulais dire. Non, c'était même pas de la sécu. Non, Pierre, je te dirai après. Ça m'est sorti là.
Il y a d'autres questions du coup? Ouais. Ouais. Désolé, je t'oublie pas, promis. Ouais, merci pour le talk déjà. Tu as répondu, ils n'ont toujours pas de DevOps, c'était un peu ma question. Est-ce que, au-delà de l'architecture technique, vous les avez accompagnés sur l'état d'esprit pour gérer une plateforme comme ça? Et derrière, est-ce que, il n'y a pas de DevOps, mais est-ce que vous les accompagnez sur comment exploiter ça, comment l'observer, comment justement que ça ne dérive pas et l'opérer, quoi, tout simplement? Alors en fait, à la fin, ça s'est clôturé du coup par une formation de l'équipe, serait-ce que même pour Grafana et Prometheus derrière, parce que nous on est arrivé, on a déjà des dashboards, c'est une sorte de petite bibliothèque, etc. Donc on leur a proposé d'en profiter. Et donc du coup, on les a formés à tout ça. Ça s'est très bien passé. On a eu des retours incroyables là-dessus, quoi. Et c'est vraiment, ils étaient extrêmement contents du retour. Là où on les a vraiment accompagnés, c'est que on a fait des points réguliers sur l'évolution de leur infrastructure. Et ils ont posé toutes leurs questions à chaque fois et on les a impliqués vraiment dans la réflexion logique pour éviter que ce genre de cas arrive, en fait, de prendre des décisions. Donc, vu qu'on a un point régulier, ils nous faisaient remonter toutes les problématiques qu'ils avaient. Et on disait, non, ça c'est une fausse bonne idée. Et on va plutôt faire ça. Et donc, du coup, on leur proposait des choses. Et ils ont un peu touché à des trucs, mais ils ont pas mal profité de l'existant parce que ça correspondait bien à leurs besoins. Et même en scalant, en passant à 20, ils n'ont pas eu de besoin énorme, à part 2-3 petits ajustements que nous on a fait pour les accompagner. Mais à part ça, ils n'ont pas eu de gros besoins. Mais oui, il y a une formation et c'est important parce qu'ils n'avaient pas du tout toutes ces notions-là de principe de sécurité, etc., même de DevOps. Donc, ouais. Yes. Ouais, du coup, merci beaucoup pour la présentation, c'était très clair. Petite question, c'est par rapport au il faut appuyer ou non, c'est bon. Par rapport à la partie, Reclaim, tu indiques que le cloud provider, du coup, prévient 2 minutes avant et cette partie, elle est totalement automatisée de votre côté? C'est-à-dire que dès que recevez un Reclaim, vous directement de façon automatique, vous arrivez à switcher sur une nouvelle machine? Et si jamais une autre question, du coup, j'en profite, cette partie Reclaim, est-ce que côté tu sais si elle existe sur le cloud, Azure? Alors, du coup, la première question, est-ce que c'est automatisé? Oui, du coup, en fait, c'est un peu le travail de Carpenter. Lui, il faut le configurer pour être compatible avec les spots. Et en fait, il crée un objet Reclaim directement dans Cube. Et donc, lui, il sait, il écoute sur une API. Et en fait, dès que le cloud lui envoie l'info, il sait que cette machine-là, automatiquement, il doit la drainer et c'est orchestré dans son workflow. C'est vraiment son but et c'est pour ça qu'il est là. Il fait pas que du spot, hein, Carpenter, il peut faire de l'on-demand, il peut gérer des pools de machines intelligemment, on peut faire des regex sur des noms de machines qu'on voudrait. Typiquement, on pourrait cibler que les C étoiles larges, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, on peut être vraiment très, très fin sur les règles qu'on applique. Et après, du coup, sur le Carpenter de Azure, il existe. Il est développé par Azure. Il s'appelle Carpenter aussi. Alors, moi, j'ai fait une petite micro-contribution au truc. On l'a installé. C'est pas encore sec. Ça permet pas encore de faire certaines choses. Typiquement, on peut pas manager, si on veut être maître du réseau, on peut pas cibler le réseau qu'on veut. Il embarque actuellement un réseau prédéfini, un subnet prédéfini qui est créé automatiquement. Et donc, on n'est pas capable encore d'administrer, d'être très très fin dans la configuration. Parce que, en fait, Carpenter, ça a été développé par AWS, c'est open source, mais c'était développé par AWS. Donc aujourd'hui, c'est que compatible avec le cloud AWS. Il existe sur Azure parce qu'Azure, ils ont eu la même idée du coup, et enfin, ils ont copié quoi. Et il existe et voilà, il fonctionne bien parce nous, on l'a déjà mis en place, mais je trouve qu'il est pas encore sec, quoi. On sent encore que c'est en version déjà 0.7, je crois, ou 0.6. Et donc, du coup, il n'y a pas encore de V1 qui est sorti sur le Carpenter d'Azure. Ouais, il utilise la même API. C'est sa question.
Il suit, en effet, ouais, il suit tout l'API et il suit tout le système de base de Carpenter. Par contre, il est capable de call et de faire des reclaims directement sur Azure, quoi. Voilà. J'ai répondu à 2 questions. Super. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on va enfin avoir le mot de la fin? Ça va être incroyable. Non, c'était par rapport à ce que tu disais sur les pods qui se mettaient sur les mêmes nœuds. Tu pouvais pas juste faire une anti-affinity et dire qu'ils se schedulent pas si le host est le même. Je comprends pas le besoin du LUN scheduler du coup. Est-ce que c'était un choix ou? Ben, en fait, si tu fais cette règle-là de base, ça veut dire que si tu as 2 nœuds et que tu as besoin de 3 réplicas, tu as que 2 réplicas, quoi. Voilà. Ce que nous, on voulait avec des schedulers, c'est qu'ils s'assurent que cette règle, elle soit réalisable. Et il va essayer de faire en sorte qu'elle soit réalisable. Donc, du coup, lui, il va spreader sur tous les hosts le maximum. Mais une fois qu'il est arrivé au bout, la règle, elle est remplie parce que il a démarré un pod sur chaque nœud. Donc, même s'il y a plus de pods que du nombre de nœuds, et ben, des schedulers, il ne se met pas en route. Parce que c'est déjà correctement spreadé. La règle, elle est déjà remplie. Il ne va pas kill un pod non plus. Merci pour le talk. Moi, du coup, j'avais une question par rapport à la suite de la procédure, du coup, à l'issue de la migration de l'infrastructure. Comme tu l'as dit, à l'issue, donc, il n'y a pas eu de DevOps, j'imagine pas de SRE. Est-ce que vous avez pu aller sur des sujets un peu plus poussés, complexes à l'issue de ça, comme tester l'infrastructure avec des sujets plus, des sujets plus poussés, faire un peu de KO engineering, etc. Ou c'est pour l'instant, c'est juste on a mis en place un peu voilà, une infrastructure solide et on laisse l'équipe de dev mettre la main dessus. Ouais, on n'est pas allé jusque-là. Ça, c'est un peu comme l'IDP parfaite qu'on a présenté au tout début, c'est qu'il y a les besoins de la société aussi, et aujourd'hui, ils n'ont pas cette envie d'aller chercher encore plus loin. Voilà, parce que c'est une société qui est dans l'immobilier, donc faut se rendre compte que les PDG cherchent pas non plus à faire de l'over-engineering partout pour essayer d'atteindre des summums de performance et des summums techniques. Mais c'est des sujets, ouais, où quand tu arrives dans les équipes, c'est génial, quoi. Tu les présentes un peu et ils ont des étoiles dans les yeux, et puis après, ils valident le budget ou ils valident pas le budget, mais c'est des sujets qui sont chouettes à traiter, ouais. Il y a d'autres clients avec lesquels on les traite et c'est très intéressant, ouais. Mais non, malheureusement, on n'est pas allé jusque-là. Peut-être plus tard, mais en tout cas, pas en ce moment.